Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce quatrième live Twitch sur la question des retraites. Je suis en compagnie de Sylvie Durand. Bonjour Sylvie. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que vous avez sans doute suivi l'actualité. Donc la CGT a annoncé qu'elle quittait les concertations retraites suite aux annonces du Premier ministre sur le fait que en aucun cas il s'agirait de revenir sur la retraite à 62 ans. Or, pour nous, c'était une condition pour rentrer dans ces concertations, tout simplement parce que cela répondait à une mobilisation massive des salariés en 2023 et puis une contestation qui fait qu'à peu près 90 des actifs sont opposés à la réforme des retraites qui nous a été imposée d'ailleurs sans vote à l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement est revenu sur des engagements, revenu sur le fait que ces concertations, elles se feraient sans tabou et Total. sans totem. Voilà, c'était ça le mot qu'utilisait le Premier ministre. D'ailleurs, je vais vous passer un extrait pour commencer ce Twitch de l'intervention de notre secrétaire générale Sophie Binet sur le 20h de France 2. Si ça veut bien s'allumer. Bonsoir Sophie Binet. Alors serez-vous demain à la réunion du conclave sur les retraites? La CGT a décidé ce soir de quitter ses concertations et d'appeler les salariés à se mobiliser. Le Premier ministre et le patronat ont malheureusement définitivement enterré ce conclave. Et c'est très grave parce que le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou. Et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. En disant cela, non seulement le Premier ministre trahit sa parole, mais il trahit des millions de salariés qui se sont mobilisés pour l'abrogation de la réforme des retraites pendant 6 mois. Ce que je veux dire solennellement au Premier ministre ce soir, c'est que la question des retraites, ça peut pas être un petit sujet politicien parmi d'autres. C'est une question très concrète pour nous, pour nos vies. Cette réforme, elle s'applique seulement depuis 1 an et elle fait déjà des ravages pour des millions de salariés. Et voilà, donc c'était la secrétaire générale de la CGT, donc des mots forts. Le gouvernement trahit sa parole, trahit des millions de salariés qui s'étaient mobilisés et surtout cette réforme a des conséquences concrètes pour les salariés qui aujourd'hui sont confrontés soit à une difficulté à finir leur carrière, soit carrément au chômage. On en a beaucoup parlé dans les précédents live Twitch. On n'est pas les seuls à avoir quitté cette concertation. Il y a Force ouvrière qui avait annoncé son départ dès le début. L'UDP également qui a claqué la porte. Moi, la question que je souhaitais te poser pour commencer, Sylvie, peux-tu nous expliquer en quelques mots les raisons de ce départ de la CGT, en plus de la question des 62 ans? Oui, alors d'abord, on ne peut pas du tout mettre sur le même plan le départ de FO et le départ de la CGT. FO, en fait, n'est jamais rentré dans cette concertation, au contraire de la CGT qui était animée et avait les éléments pour faire la démonstration que le retour à 62 ans était finançable. Mais, notre approche, c'était pas seulement de démontrer qu'on pouvait financer les 62 ans, mais que l'on pouvait parallèlement relever le niveau des pensions qui s'est effondré depuis les réformes qui ont été mises en place à compter de 1993, dont les effets étaient extrêmement progressifs, mais qui maintenant commencent à jouer, à plein. Donc, heu, on avait exprimé des réserves sur l'agenda de ces échanges, en observant que la question du financement n'arrivait que le 19 avril et que la question du niveau des pensions, niveau de la première pension nette par rapport au dernier salaire net, n'était pas inscrite à l'ordre du jour. On nous avait promis que l'inscription, serait faite à une date à définir, le temps de chiffrer les travaux que nous demandions et cetera et cetera. Force est de constater que, le 1er ministre, François Bayrou, n'a jamais eu l'intention de revenir, sur, cette réforme puisque là, il nous le dit clairement, il nous dit: «Les 62 ans, c'est un tabou» et puis, ils ont par ailleurs un totem maintenant qui est de développer la capitalisation et donc, dans ces conditions, ce n'est plus
dans cette concertation que nous pouvons agir, mais au travers des mobilisations que nous organisons, que nous lançons et à laquelle nous invitons tous les salariés à se joindre parce que financer ou pas les retraites, c'est un choix politique. Il n'y a pas d'impossibilité économique. Et en plus de ça, le patronat, a profité de la situation pour, la situation géopolitique notamment avec, la question du réarmement, pour expliquer qu'au fond, c'était fini quoi. Il y avait plus de débat à avoir sur le financement parce que tous les efforts devaient aller à l'effort de guerre. Alors, le patronat ne l'a pas dit dans les concertations. Par contre, ce propos complètement aberrant est survenu dans la bouche de Gilbert Sette, c'est-à-dire l'homme qui a deux casquettes, celle du président du Conseil d'orientation des retraites, et qui à ce titre a un devoir de réserve, mais qui est aussi un universitaire et en sa- qui s'exprime dans l'ambiguïté. Mmh. Il nous explique que c'est l'universitaire qui parle, mais pour l'ensemble des journalistes, c'est bien le président du conseil d'orientation des retraites. Et en Et tant que quand membre du corps, je crois pas que tu aies été consulté sur, cette prise de position. Absolument, absolument. D'ailleurs, hier matin, nous avions une réunion plénière du corps où la CGT est intervenue très fermement en lui expliquant qu'il ne respectait pas l'obligation de réserve que lui impose sa fonction de président du conseil d'orientation des retraites. S'il parle de retraite, il doit parler au nom du conseil d'orientation des retraites et non pas exprimer ses points de vue personnels d'économiste, d'universitaire. Mmh. Il nous a répondu que pour lui, la liberté, il a opposé à cette observation la liberté académique qui est la sienne d'intervenir, et il intervient pour dire que finalement, les questions de protection sociale et singulièrement de retraite deviennent anecdotiques au regard de la situation internationale actuelle. Mmh. Alors ça appelle quelques observations. D'abord, il faut se souvenir que la sécurité sociale, que l'on refuse aujourd'hui de financer, a été mise en place en 1945, c'est-à-dire dans une France exsangue, ruinée par la guerre, sans industrie, où tout, absolument tout, était à reconstruire. Et à l'époque, il y a eu déjà le débat répartition. Donc notre système actuel, les cotisations du moment financent les pensions de retraite du moment, ou capitalisation, constitution d'un fonds d'épargne, étant bien entendu que les salariés ne vont pas récupérer ce qu'il y a dans le fonds, mais uniquement ce que produit comme intérêt Mmh. le fonds. C'est pas un système d'épargne classique, un fonds de pension. Mmh mh. Et l'argument qui avait été retenu pour arbitrer ce sujet à l'époque, c'était que la France était trop pauvre pour faire de la capitalisation, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté. Alors, aujourd'hui, alors que nous sommes 6, 7e puissance économique mondiale, on nous explique qu'on n'a pas les moyens de financer la répartition, mais qu'il y aurait de quoi faire de l'épargne retraite, sauf que la épargne retraite coûte 30 fois plus cher que la répartition. Mmh. Donc on voit l'étendue de l'imposture et quels sont les miliciens de cette imposture. J'entends par là des personnages comme Gilbert Sette. Et oui, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils expliquaient que les concertations se feraient, sans tabou, mais s'il y a bien un tabou en France, c'est la destruction de notre sécurité sociale, hein. Globalement, les salariés, y sont attachés, les citoyens dans leur ensemble, et là, le débat dans la concertation a dérivé sur un truc, complètement inattendu, c'est-à-dire quelque chose de pire que la réforme de retraite de 2023, c'est la question de la capitalisation, et j'ai l'impression que les débats se sont beaucoup articulés, autour de ça, quoi. Alors, oui, c'est la demande de fond du patronat, du MEDEF, de la CPME. Il y a un tandem MEDEF-CPME dans ces négociations. Hem et effectivement, on ne comprend pas, s'il y a de l'argent pour la capitalisation, pourquoi on ne l'affecterait pas au financement de la Mmh. répartition? La bonne nouvelle, c'est que cet argent existe.
La mauvaise nouvelle, c'est que nulle part il n'y a la volonté de l'employé, à cet effet. Mmh mh. Alors, je voudrais revenir sur, comment ça s'est passé, le choix de quitter ces concertations. Est-ce que c'est Sylvie Durand, Denis Gravouille et l'ensemble des négociateurs qui avaient décidé, au vu de, on va dire, la difficulté que vous aviez dans ces réunions à faire avancer nos sujets, de tout arrêter? Ou est-ce qu'il y a eu une consultation, des membres de la CGT? Comment ça se passe concrètement, une prise de décision, à la CGT, d'y rester ou d'y aller ou d'y partir dans une concertation de ce type-là? Alors, les membres d'une, délégation sont porteurs de mandats. Ils ne font rien de leur propre initiative, ils sont investis d'un mandat et ils s'engagent à le respecter. Donc la prise de décision dans notre organisation, qui est réellement une organisation démocratique, elle se fait sur la base de la consultation de nos structures, c'est-à-dire, les syndicats et les territoires. Et c'est donc la décision de participer a été prise comme cela. Ça a été un vote du Conseil national. Donc c'est la structure, Oui, de la CGT faut qui expliquer un peu pour ceux qui nous suivent, parce que tout le monde ne connaît pas forcément voilà, la CGT, comment ça voilà, fonctionne. voilà. Donc le Conseil national confédéral rassemble, les structures de base de la CGT que sont, les syndicats, hem et donc c'est le vote des militants de terrain qui, in fine, forme la décision, d'ensemble. Donc il n'y a pas plus, démocratique que ce fonctionnement, là, et c'est donc, sur le constat que dès lors qu'on nous ne permettait pas de démontrer que le retour à 62 ans avec un bon niveau de pension était possible, puisque le sujet devenait tabou, eh bien, on n'avait plus de raison de continuer à rester dans cette concertation, mais que par contre, il fallait accroître et renforcer la bataille au travers des mobilisations, pour lesquelles nous avons, pris date. Et donc la proposition qui a été faite, aux organisations, de la CGT, donc les structures territoriales, donc ça c'est plutôt Mmh. les unions départementales, Voilà. donc sur tout le territoire, hein, Ouais. et les syndicats champs professionnels, Sans les professionnels et professions, oui. fédérations, donc il y a des cheminots, il y a Ouais. des gens qui sont de la métallurgie et cetera, Ouais, de la chimie, de chimie. l'agroalimentaire, ainsi de Donc suite. la proposition qui leur a été faite, c'est de quitter les concertations, point final? Est-ce Non, non, qu'il non, y a non. d'autres éléments? Ça a pas été, simplement de quitter la concertation, ça a été d'agir autrement. C'est-à-dire quitter la concertation, mais on a pris un certain nombre de dates et c'est de déployer, dans les entreprises le dossier, d'exposer la situation aux salariés pour leur permettre d'intervenir. Il ne s'agit pas de dire, «C'est fini, on se moque de nous et on tire le rideau». Non, on va agir plus fortement et différemment. Et de toute façon, cette, concertation avec le départ, non seulement de la CGT, mais également de l'UDP est en train de prendre, du plomb dans l'aile. L'UDP, c'est un volume d'entreprise tout à fait, Les significatif. artisans, c'est ça? Ce sont les artisans, Pardon. oui, les artisans, et c'est un volume d'entreprise tout à fait, important, en France. Artisans, commerçants. Et donc, là, la perspective pour la suite, c'est une série de mobilisations, parce qu'il y a quand même un intérêt à cette concertation, c'est que le fait que la CGT y soit, notamment, ça a permis dans le brouhaha médiatique, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, hein, c'est le voile dans le sport, le grand sujet, apparemment, la grande priorité. Dans le brouhaha médiatique, on a quand même eu des occasions pour parler de la question des retraites et ça permet à la CGT de faire vivre, ce débat-là. Mais je pense que voilà, la suite, ça va être une série de mobilisations aussi pour rappeler au gouvernement, que la volonté, populaire, c'est bien l'abrogation de la réforme de 2023. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, avec des dates, importantes.
Le 3 avril, première date de mobilisation aux côtés des camarades de la fonction publique. C'est une initiative fonction publique que l'on étend à l'ensemble du monde du travail. Le 1er mai, bien évidemment, et le 5 juin qui est une date stratégique parce que c'est à partir, du 5 que le Parlement aura à nouveau à débattre, du sujet des retraites dans le cadre d'une Mmh. niche, parlementaire. Je te D'accord. laisse expliquer de quoi il s'agit. Alors une niche parlementaire, c'est une journée pendant laquelle un groupe de l'Assemblée, même s'il est minoritaire, gère l'ordre du jour, Mmh. de l'Assemblée. Donc ils ont la possibilité de présenter un ensemble de propositions de loi et là, c'est le groupe, communiste, je crois, Ouais. qui gère l'ordre du jour ce jour-là et ont mis, dans leurs premières propositions, parce que c'est généralement que les 3 à 4 premières propositions qui ont le temps d'être débattues, hein, parce que c'est le temps d'une journée. Ils ont mis la question de l'abrogation de la De réforme. la réforme de 2023 Mmh. et donc des 62 ans. Alors évidemment pour, mobiliser, il suffit pas de donner des dates, il faut préparer. Il faut préparer pour que les salariés mesurent qu'ils ont des leviers d'action et pour commencer à mesurer les choses, il faut avoir, l'exposé de la situation actuelle, du fait que plus d'un salarié sur 2 d'ores et déjà, à la veille de sa retraite, n'est plus en emploi et que donc le projet des, 64 ans, c'est plus de précarité pour plus de gens pendant plus longtemps. Donc ce n'est absolument pas tenable. Cela n'a aucune rationalité parce que finalement, on va faire du transfert, de déficit, heu on va tenter de garder plus longtemps en emploi des gens, mais il y en a que 46 qui sont, en emploi. Mmh. Donc on va accroître la charge pour, l'UNEDIC de la prise en charge, du chômage. Et parallèlement à cela, on voit bien d'ailleurs que le MEDEF a à l'esprit de réduire encore plus les modalités de prise en charge du chômage. Et heureusement, il aura face à lui la CGT, qui ne lâchera pas le sujet des retraites. Donc je pense qu'on va continuer par ailleurs, ces Twitch là, si tu le veux bien, Oui. heu, parce que tout simplement la bataille des retraites, elle est loin d'être terminée. Donc c'est, l'abrogation, de la réforme de 2023 et le retour à la retraite à 60 ans, c'est toujours, les objectifs, que se fixe la CGT. Avec du matériel à disposition, Oui, tout à fait. on peut le signaler, il y a en ligne, un diaporama, que tous les militants peuvent utiliser pour s'adresser au personnel d'encadrement, plus largement aux salariés, Mmh. sur, les enjeux des discussions, actuelles. Et c'est déjà le 1er pas vers, les mobilisations, à venir. Les salariés, les militants ont également, la possibilité, de faire dans leurs entreprises des consultations Mmh. et nous-mêmes, nous lançons un sondage par l'intermédiaire de Via Voice, pour, prendre le pouls des attentes des personnels d'encadrement sur cette réforme, des retraites. Donc on rappelle que l'ensemble du matériel qu'on a produit, qu'on vous a présenté dans les précédents Twitch, est à disposition sur ujxcgt, .fr. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez les modifier, sur notre application Syndicop. Alors, évidemment, c'est donc, la fin des concertations, mais on l'a dit, précédemment, c'est certainement pas la fin du sujet retraite, de notre sécurité sociale et encore moins la fin de notre détermination, à faire changer, ce système. Mais du coup, plutôt que de parler de la fin des concertations, je voulais revenir, peut-être un peu au début de notre système, de retraite. Pour cette deuxième partie, je te propose un peu, de revenir aux fondamentaux. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé, dans les commentaires des précédentes, vidéos, parce que notre système de retraite, donc il a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tu l'as dit, dans une France en ruine. Mmh. Là, la France a jamais été aussi riche, hein, comme Mmh. elle est actuellement, mais à l'époque, voilà, il y a plus d'industrie, la guerre a ravagé, le pays et pourtant, on crée, la, sécurité sociale grâce au Conseil national de la résistance et à l'œuvre d'un ministre,
qu'on connaît bien, à la CGT, qui s'appelle Ambroise Croizat, qui était ouvrier et syndiqué, notamment à la CGT. Est-ce que tu peux, nous revenir un peu sur les débuts, les prémices de notre, sécurité sociale? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il existait avant la sécurité sociale? Il existait, le système des rentes ouvrières, et paysannes, c'est donc un système d'assurance sociale, financé par l'épargne. Une épargne obligatoire, c'est ce qui préexistait et cette épargne a été, volatilisée par la crise de 29, grande crise économique, mais également par l'inflation galopante qui a, précédé la Seconde Guerre mondiale. Ce qui veut dire qu'avec une inflation très forte, l'épargne placée rapportait de moins en moins et finalement, c'était le volume lui-même de cette épargne qui était, qui disparaissait, qui se volatilisait. Donc on avait déjà eu un système par capitalisation et il s'est effondré. Voilà, tout simplement et donc là, la décision, prise est de faire autre chose. Quand un pays n'a aucune capacité d'épargne, tout ce que l'on peut faire, c'est prélever sur la richesse créée par le travail. En 45, il y a du travail, il y a d'énormes besoins en main-d'œuvre d'ailleurs, donc il y a besoin de réindustrialiser le pays et donc tout ce travail crée de la richesse sur laquelle on prélève. Pas besoin de mettre, vous voyez, pas besoin de se constituer au préalable un fonds, non, on prélève au fur et à mesure sur la richesse créée par notre travail et les principes de la sécurité sociale sont résumés admirablement dans une formule extrêmement simple sur laquelle on est obligé de revenir. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Chacun, très important, parce que ça nous dit que le système est universel. Il a vocation à couvrir tout le monde, donc tout le monde participe et il participe non pas par l'impôt, mais par la cotisation sur salaire. Et ça, c'est fondamental. Le choix qui est fait, c'est de financer la protection sociale par un dispositif sur lequel les salariés ont la main. Et lors de leur mise en place, les caisses de sécurité sociale sont administrées, et gérées par des représentants des salariés et des employeurs, sauf que les employeurs, ne pèsent que un quart des administrateurs, les 3/4 restants étant des représentants des salariés des organisations salariales des organisations, de salariés, oui. Donc ce qui est très différent d'aujourd'hui où là, la sécu est encore gérée en partie, par, la gestion paritaire, par les organisations syndicales, mais c'est surtout le PLF, donc le projet de loi de Loi de finances, finances de la sécurité sociale, qui gère en gros les recettes et les dépenses. voilà et alors ça, effectivement, ça a été, une évolution, majeure, qui s'est dessinée progressivement, dans l'histoire et grosso modo, c'est, à partir alors déjà, l'État s'immisce dans le pilotage de la sécurité sociale en 1967 avec les ordonnances Jeanneney sous Georges Pompidou. Et en 1967, la sécurité sociale est subdivisée en 3 branches. Les branches que l'on connaît, actuellement et on voit bien que, alors que l'idée initiale était qu'on mutualisait l'ensemble des risques, pour, les équilibrer, là, on recherche un équilibre branche par branche. Ce qui veut dire qu'il y a des branches qui sont excédentaires, qui ne pourront pas venir au secours des branches qui sont déficitaires et dans les branches qui sont déficitaires, on commence à se raisonner non pas en disant: «On relève le niveau du financement», on appelle plus de cotisations en clair, mais on va commencer à réduire la dépense. L'ajustement va progressivement s'installer, l'idée qu'on fait un ajustement par la réduction de Mmh. de la dépense. Ça démarre en 67 avec, la séparation en 3 branches de la sécurité sociale. Ça en continue en 1990 où on introduit la contribution sociale généralisée
qui est, une entité hybride, mi-impôt, mi-cotisation, mais surtout, impôt. En 95, on crée les, conventions d'objectifs et de gestion qui assignent des objectifs financiers aux différentes branches, de sécurité sociale et puis vient la grande réforme constitutionnelle de 1996, qui met en place ces fameuses lois de financement de la sécurité sociale. Donc on voit que Et c'est là que débutent la plupart des réformes de retraite des rétrogrades, contre-réformes contre-réformes. voilà, C'est quand le Parlement se met à à gérer à notre place la sécu, c'est le paradoxe. absolument, absolument. Et qu'est-ce qu'on voit se développer? Eh bien, c'est la part croissante de l'impôt dans le financement de la sécurité sociale. En 1980, la sécu, la branche vieillesse de la sécurité sociale était financée à 95 par de la cotisation. Mmh. En 2021, la cotisation ne finance plus que 46 de la sécurité sociale. Donc ce mouvement d'étatisation exonère en réalité les entreprises du financement de la sécurité sociale. Donc je vous dis 46, il reste donc, 54 qui sont financés par l'impôt. Mais, qui porte le financement de l'impôt? Pour l'essentiel, ce sont les salariés, ce qui veut dire qu'on opère un transfert et c'est très visible sur, un certain nombre de graphiques, du financement, des employeurs pour la part des cotisations dites, entre guillemets, «patronales» parce que, C'est du salaire c'est notre globalement. salaire, c'est Ouais. bel et bien notre salaire, c'est la masse salariale. Mmh. Eh bien, cette part patronale, en réalité, elle est financée au travers de l'impôt par les salariés. Donc on rappelle le principe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des exonérations de cotisations, patronales. C'est-à-dire C'est qu'on ça. on va fixer des règles, par exemple, sur, les bas salaires. Il y a pratiquement plus aucune, cotisation, patronale Oui. et c'est censé dynamiser les entreprises ou leur donner en tout cas les moyens d'investir et cetera dans la théorie, qui nous est enfin le prétexte, hein, qui nous est avancé pour mettre en place ces exonérations et derrière l'État va compenser ces exonérations Voilà, avec son budget, notamment à travers des impôts comme la TVA ou l'impôt sur le revenu. voilà et c'est là qu'on voit le danger, précisément, dans la circonstance, actuelle. Tant que le financement de la sécurité sociale est totalement autonome par rapport au financement des dépenses publiques, des dépenses de l'État, il n'y a aucun risque que l'État ne vienne ponctionner, les ressources de la sécurité sociale pour faire autre chose. Mais dès lors que l'État compense, il est en droit de dire, «Nous compensons par l'impôt, heu, nous avons engagé des dépenses de réarmement» et on reboucle avec le précédent, sujet. Mmh. Donc, il va falloir que les salariés en rabattent sur leurs exigences en matière de protection sociale. Alors c'est un contresens complet, si on reprend, les motifs de la création de la sécurité sociale, il y avait à l'esprit le fait que les fascismes et le nazisme avaient pour terreau la pauvreté des populations Mmh. et qu'il fallait donc édifier un système pour protéger la population. Autrement dit, plus les risques sont grands, plus il faut protéger la population pour, éviter les catastrophes que l'on a connues au début du XXe siècle. Je voudrais insister sur, un point là, parce que j'avais commenté le «chacun cotise selon ses Mmh. moyens, mais reçoit selon ses besoins» et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on crée un consensus sur, qu'est-ce qu'est le besoin et on ne finance pas avec ses propres ressources. Quand on est pauvre, que peut-on financer? Non, on a besoin de la solidarité nationale. La solidarité de chacun envers tous et de tous envers chacun. Ça, c'est un pilier fondamental de la sécurité sociale et c'est pour ça qu'elle fait consensus. Et s'agissant de retraite, le besoin, il est pour tout un chacun de maintenir le niveau de vie procuré par les meilleurs salaires de carrière. C'est ça et il a été chiffré en 45, c'était un objectif de 75 des meilleurs revenus d'activité à la retraite.
On perd 25 mais on arrive à maintenir son niveau de vie, Mmh. sans préjudice pour les gens qui n'ont pas, eu de niveau de vie parce que carrière extrêmement précaire, d'un certain nombre de dispositifs solidaires qui garantissent des minima de droit à retraite. Mmh. Alors et en plus des minima, ça marche aussi dans l'autre sens parce que tout le monde cotisant en fonction de ses moyens, la logique, c'est aussi que ceux qui gagnent davantage, reçoivent Bien des sûr, pensions qui sont, proportionnel. proportionnelles. Bien sûr. L'idée, c'est la continuité du niveau de vie et pour avoir la continuité du niveau de vie, il faut que tout le monde cotise et tout le monde cotise sur la totalité de son salaire et c'est ce qui nous amène à reparler du rôle majeur d'Ambroise Croizat dans la mise en place de la sécurité sociale. Heu, on voit que pour que la mutualisation s'opère pleinement, la sécurité sociale, ça peut pas être un truc optionnel. J'y vais ou j'y vais pas selon mon Mmh. intérêt immédiat. Non, pour que la solidarité puisse jouer, il faut que tout le monde cotise. Mais en regard de cette obligation de cotisation, il y a une garantie de prestation. Pour les retraites, 75 minimum, des meilleurs salaires de carrière. Bon Mmh. et heu le sujet en 45 pour Ambroise Croizat, c'est qu'il y avait une fraction de la population, minime, 275 000 salariés, qui ne voulaient pas adhérer à la sécurité sociale, qui ne voulaient pas, plus exactement, de leur affiliation à la sécurité sociale. C'était des gens, qui avaient des systèmes d'épargne d'entreprise financés, intégralement par leur employeur et qui ne croyaient pas dans ce système qui consiste en un contrat dans lequel les actifs cotisent pour les aînés, à charge pour verser les pensions des aînés, hein. Les actifs cotisent pour eux, soyons précis, ils cotisent pour se constituer leurs propres droits et leur cotisation est employée pour financer la pension des aînés, à charge des générations futures de faire la même chose et c'est pour ça que le système est nécessairement obligatoire. On ne peut pas se désengager de la répartition et ces personnes-là, c'était les personnels d'encadrement. Les cadres, les ingénieurs qui étaient réticents face à leur affiliation à la sécu. Ils ne croyaient pas dans cette, promesse et Ambroise Croizat, qui était un grand visionnaire, a fait le constat que la sécu ne pouvait pas marcher si elle ne couvrait pas obligatoirement toute la population et même les 275 000 cadres, parce que la France était à reconstruire, parce qu'il faudrait de plus en plus d'ingénieurs, de personnes, diplômées, qualifiées, pour, redéployer un tissu industriel, pour faire de la recherche, bref, pour, imposer, la France au plan économique, mondial et pour lui garantir une autonomie économique, également. Donc tout l'enjeu de la mise en place de la sécurité sociale, ça a été qu'elle couvre la totalité de la population par-delà le refus des personnels Mmh. d'encadrement d'y être affiliés. Refus qui était également motivé par le fait que la sécu a donné à l'âge de 60 ans, pour 30 années de cotisation, au passage, vous voyez, 60 ans en 45, aujourd'hui on nous dit 64. 30 années de cotisation en 45, aujourd'hui on nous dit 43 annuités. Vous Mmh. voyez, l'ampleur de la régression par rapport à un pays en ruine. Eh bien, ça ne pouvait pas fonctionner parce que la réalité, c'est que la démographie des personnels d'encadrement allait augmenter. Ils étaient de 175 000, donc à la Libération à peu près. Ils sont aujourd'hui 51 du salariat et que, si les ouvriers employés se constituaient des droits à la sécu, mais que dans l'avenir, il y avait de moins en moins de cotisants à la sécu parce que de plus en plus de cadres, eh bien, les droits constitués ne pourraient pas être honorés. Voilà, donc il fallait que ça couvre obligatoirement toute la population. Comment convaincre les ingé cadres et techniciens, de leur affiliation? Eh bien, la solution, ça a été la création de l'AGIRC, à l'initiative d'Ambroise Croizat, qui a d'ailleurs, inauguré la première réunion tripartite avec les représentants des employeurs, les représentants des salariés et lui-même en tant que représentant de l'État et ministre, et qui a conclu la dernière réunion mettant en place l'AGIRC.
L'Agirc, pourquoi faire? Pour compléter les fameux droits à retraite, sachant que les droits à retraite, c'était au maximum 20 du plafond de la sécurité sociale. Pardon, c'était à 60 ans, 20 du plafond de la sécu, à 40 ans, à 60 ans, 40 du plafond de la sécu, pardon. C'est un 60 peu ans. c'est peut-être un peu Un peu technique. technique, Qu'est-ce que c'est que le simplement. plafond de la sécu? Non, c'est C'est un montant, qu'importe, c'est aujourd'hui, c'est un montant, 3 000 €. Le principe, c'est que la sécurité sociale ne donne de droits que sur la tranche de salaire égale ou inférieure au plafond de la sécu. Et comme les cadres avaient des salaires qui excédaient largement le plafond de la sécu, ils se disaient: «Ce système ne va nous rapporter que de très, très faibles droits, c'est pas la peine d'y cotiser». Mmh. Et effectivement, si vous avez 2 fois le plafond de la sécu, ça veut dire qu'au lieu d'avoir, une retraite qui représente 20 de votre rémunération, elle ne représente que 10. Mmh. Voilà. Donc il fallait absolument compléter les droits à retraite sur la tranche de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale. Ça a été l'objet de l'Agirc, avec pour ambition de ne plus laisser aucune place à la capitalisation. Parce que le choix aurait pu être de dire: «Beh, on les laisse se constituer des droits en Mmh. capi». Ce qui est le Sauf que discours ça actuellement du patronat en Ce qui plus, est le discours actuel du patronat, sauf que ça ne marchait pas. Et Croizat est même allé plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui avait été constitué comme droit en capitalisation, comme perspective de droit en capitalisation dans les entreprises, toutes ces cotisations ont été converties en points de retraite Agirc, l'Agirc étant un système qui fonctionne d'emblée par répartition et qui garantissait, pour des cadres, au-dessus du plafond de la sécu, 72 de leur salaire de fin de carrière. d'accord. Et puis c'est assez visionnaire, hein, de sa part, parce qu'on peut se dire 270 000 salariés à Ouais, l'époque, c'était ouais, rien en proportion, ouais, du salariat. Aujourd'hui, on en a parlé, 51. ouais, Puis il y a aussi un enjeu de solidarité de classe, en quelque ouais. sorte, parce que là, dans la rue, il me semble pas qu'il y avait que les ouvriers employés qui étaient mobilisés en 2023. Ça concerne l'ensemble du salariat. Et puis ça a eu des conséquences très concrètes. C'est que ces organisations de cadres, si je dis pas de bêtises, elles ont fini par se rejoindre la CGT. Alors, il y avait alors d'abord la CGT a, affilié, les cadres dès que cette composante, du salariat s'est constituée. Donc, entre 45 et 1947, date de la conclusion de la négociation sur la création du régime de retraite complémentaire des âgés, des cadres et des techs. Heu Eh bien, nous avons à la CGT des cadres qui ont négocié. Alors, merci, beaucoup. Peut-être un dernier mot, on avait parlé tout à l'heure, je vais vous mettre, une petite image à l'écran. Paf! C'est le visuel de, la sécu, non, la sociale, pardon. Vive la sécu, c'est un Ah, Gilles reportage Perret, Gilles Perret. absolument, reportage absolument, remarquable que vous pouvez, acheter, et vraiment avec des témoignages très touchants, où on voit d'ailleurs le rôle de la CGT, parce qu'à la mise en place, des caisses de sécurité sociale, les administrateurs, les gestionnaires, les gens qui, recevaient les assurés sociaux, c'étaient des militants de la CGT. Tout cela n'était pas encore professionnalisé, mais, ça dit bien, l'engouement et l'esprit qui animait, la mise en place de la sécurité sociale. Et puis, on Donc peut. quand on dit que la CGT a créé la sécu, c'est que littéralement des gens de la CGT qui devaient, créer Oui. des bureaux Oui, avec des oui, petits tout à fait. Ce papiers, sont des locaux, de la CGT qui ont souvent été mis à disposition, et ainsi de suite. mmh, Et donc ça, c'est fort bien retracé dans le reportage de Gilles Perret. Et il faut également avoir une pensée pour cette personnalité, d'exception qui a été, Ambroise Croizat, secrétaire général de la Fédération, de la métallurgie, en même temps d'ailleurs qu'il était ministre du Travail, qui est mort jeune, de mémoire 51 ans, complètement usé, et par son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale et puis par son activité militante, auquel, les Français ont rendu, un hommage extrêmement touchant. Il était connu sous le nom du ministre des Travailleurs, et le cercueil
du ministre, des Travailleurs a quand même été accompagné par 1 million de salariés. Donc des obsèques, absolument, phénoménales. Et voilà, on peut faire des grandes choses quand les salariés imposent leur volonté et ils ont les moyens de le faire. Mmh. Donc on l'a bien compris. Alors c'était important pour nous de revenir sur cet historique. Le gouvernement quand il, fait la réforme des retraites et qu'il allonge la durée du travail, et bien il est pas juste à rebours, enfin il est à contretemps de l'histoire, hein, tout simplement et du sens de l'histoire et du combat des salariés en France pour la réduction, du temps, de travail. Voilà, c'était, un peu court, mais on espère que vous avez apprécié. Je souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier, Stéphane Dujardin pour la technique et l'ensemble des équipes de la communication. Remercier Sylvie, pour son temps, un vendredi après-midi, pour parler de tout ça et si vous aimez, cette émission eh bien, je vous invite eh bien, évidemment à vous abonner à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube si vous nous regardez, en replay. Mais surtout, nous ne dépendons ni de vos dons, ni de la publicité. Alors si vous voulez vraiment nous soutenir, eh bien, syndiquez-vous. À plus. Merci, au revoir.